Merci, bonjour. Bonjour, je suis Louis-David Ben-Yaher. Je m'intéresse au modèle économique et avec Simon, on s'est rencontrés l'année dernière au même endroit sur une table ronde qui avait lieu dans la salle d'à côté. Et on est tous les deux, je crois, assez ravis de pouvoir continuer la discussion qu'on avait entamée l'année dernière autour de la valeur des données. On a prolongé cette discussion tout au long de ces 12 derniers mois par des échanges qui vont se concrétiser par un bouquin qui va sortir à la fin de l'année. Donc pour nous, c'est très agréable de se retrouver avec vous pour continuer la discussion et puis pour vous livrer un petit peu les réflexions qu'on est en train de mener, et on appréciera que vous puissiez nous les commenter ou en tout cas les interagir avec ce qu'on va vous proposer. Donc voilà, ça c'était nous l'année dernière. Vous voyez qu'on a changé un peu de vêtements, on s'est habillé différemment. On était avec Romain Lacombe et Charles Huot et on parlait de valeur des données. Et quand on a vu que le thème de cette année du Web Today était très fortement lié à l'Internet des objets, on a eu envie d'aborder cette question de l'Internet des objets avec l'angle des données et des stratégies de données qui sont mises en œuvre par les différents acteurs de cette économie-là. Alors ce qu'on a fait avec Simon, c'est qu'on a commencé à recenser un peu les cas dans différents domaines d'application. On va commencer à vous les présenter et puis ensuite on vous dira un peu ce qu'on en a retiré. Alors clairement, aujourd'hui, quand on parle Internet des objets, on imagine ça, ou alors ça, et peut-être même ça. Vous connaissez celui-là ? Les deux premiers, vous connaissez forcément. Celui-là, vous connaissez peut-être un petit peu moins. Ça, c'est un vrai objet de science-fiction, Scanadu, mais qui est en train d'être commercialisé. L'idée, c'est d'avoir un petit capteur que je passerai sur la tempe. Ça va vous rappeler Star Trek, et qui mesure tout un tas de paramètres physiologiques, et qui va pouvoir dire à votre médecin si vous êtes en forme ou pas en forme. Donc, très souvent, quand on parle d'Internet des objets, on voit plutôt objets connectés. Mais c'est aussi ça. XI, c'est un boîtier qui est commercialisé actuellement, qui se branche dans une voiture et qui la rend communicante. On aura l'occasion d'en parler. C'est aussi ça, l'Internet des objets dont on va parler, des choses plus industrielles, parfois aussi plus polémiques, comme le compteur intelligent Linky. Et puis il ne faut pas oublier non plus que dans l'Internet des objets, et ceux qui vont nous intéresser ce matin, il y a des choses aussi plus anciennes, plutôt dans le domaine de la ville intelligente, par exemple. Donc ça, c'est le péage urbain de Singapour, qui, en gros, permet à la ville de moduler les prix que vous payez en fonction de l'heure, du moment, pour circuler sur les grandes voies rapides de Singapour. Donc clairement, s'il y a un message déjà par rapport à ces questions d'Internet des objets, c'est que c'est extrêmement hétérogène en matière de technologie, de proposition de valeur, d'écosystème et tout, d'industriel. Mais en tout cas, dans la présentation qu'on va essayer de vous présenter ce matin, on a essayé de se placer vraiment en prenant en globalité aujourd'hui ce que représente l'Internet des objets et pas simplement sur l'objet connecté tel qu'on en parle initialement. Et puis en plus, c'est que le début, parce que vous avez aussi vu passer des annonces de projets ou d'investissements sur de l'homme connecté avec des capteurs qui seraient ingérables et qui pourraient faire des mesures à l'intérieur du corps, avec des prothèses qui seraient elles aussi connectées, avec des capteurs qui seraient aussi épais que les décalcomanies que se mettent les enfants, et qui permettraient donc là aussi de faire des mesures. Donc on voit bien que cette notion d'Internet des objets au sens des capteurs qui sont connectés pour réaliser une mesure et donc générer des données, elle est en train de s'étendre dans des domaines très divers et jusqu'à notre propre humanité. Alors aujourd'hui, si on parle de création de valeur, il y a plusieurs façons de l'aborder, et ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, la valeur, elle s'est principalement créée autour des capteurs. Il y a beaucoup de devices. Simon en a montré de nombreux. On aurait pu continuer la liste encore longtemps, mais on voit bien qu'autour de cette partie-là de l'Internet des objets, il y a énormément de valeur qui est créée. Il y a beaucoup de gens qui les fabriquent, qui les conçoivent, qui les utilisent. Sur la partie networks, là aussi, c'est une valeur qui a commencé déjà à beaucoup s'établir sur les réseaux de télécommunications, les opérateurs télécoms, qui ont créé des activités
importante autour de ces schémas-là. Les services sont en train d'émerger, et on va en présenter quelques-uns, ces services qui s'appuient sur ce binôme données plus objet. La valeur qui est en train d'émerger, ou en tout cas qui est en train de se réaliser, c'est celle des données. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, et c'est un peu par cet angle-là qu'on l'a pris, et c'est pour ça qu'on a commencé ce travail sur l'exploration de la valeur des données. Et très clairement, donc ça, ce travail qu'on a lancé avec Louis-David s'appelle Datanomics. Il vous a dit tout à l'heure, il a déjà fait le spoiler, que c'était un bouquin qu'on est en cours d'écriture et qui devrait paraître d'ici la fin de l'année. Mais clairement, aujourd'hui, la valeur des données, elle est souvent traitée plutôt sous l'axe des plateformes, des traces numériques, et assez peu dans le champ de l'Internet des objets. Donc on a essayé d'appliquer en gros les premiers éléments qu'on a trouvés nous autour de ces datanomics et de les appliquer à ce cas de figure qui est celui de l'Internet des objets. Alors qu'est-ce qu'on a repéré déjà nous en fait dans datanomics? On est revenu à une grille de lecture qui dit en gros les données, elles peuvent avoir 3 formes de valeur. C'est la question de la valeur des données, c'est une question qui revient tout le temps, et souvent on a tendance à dire voilà, les données soit elles valent rien, c'est pour ça que certains disent il faut faire de l'open data et de la gratuité parce qu'elles valent rien, soit elles valent tout, et donc on a un petit peu une difficulté à dire qu'est-ce que ça vaut pas. Tout ça souvent parce qu'on considère la valeur des données sous l'angle très monétaire. Alors nous on a pris une autre voie qui est celle de dire voilà, il y a 3 valeurs possibles dans les données. Il y a la donnée qui est une matière première que je vends, que j'achète. Il y a une donnée qui est un levier, plutôt celle qui va me permettre de vendre plus, de faire moins cher, de comprendre des choses. Et puis il y a la donnée qui est un actif et qui fait que, en gros, je peux défendre ou pas mes positions sur mon marché. Alors si on essaye de détailler un peu ce que ça voudrait dire en termes d'Internet des objets, on commence déjà par les matières premières. Alors ça, j'ai repris un exemple, c'est assez marrant parce que autant ces questionnements sur la valeur des données sont plus récents, autant les exemples, on en trouve depuis plus longtemps. Alors vous connaissez peut-être cet exemple, ça c'est un article du Financial Times de 2011. Le fabricant de PND, à l'époque on appelait ça comme ça, de GPS en gros, TomTom, réalisait à l'époque 30 à 40% de son chiffre d'affaires en revendant des données issues des traces d'utilisation des utilisateurs de TomTom. Alors là, il y avait eu toute une histoire en 2011, puisque donc là, on est clairement dans l'optique de matières premières. Il y avait eu un problème parce que TomTom avait revendu des données à la police néerlandaise qui s'en était servie pour positionner précisément des radars là où il y avait le plus de dépassements de vitesse. D'accord ? Donc après, ils avaient dû s'excuser. Hein. On était déjà dans un premier cas de données comme matière première. Voilà, l'Internet des objets génère des données et ces données peuvent être revendues en matière première. Plus récemment, on a un deuxième exemple qu'on avait repéré avec Louis-David et qui nous a pas mal interpellé pour le coup. C'est une appli de fitness qui s'appelle Strada et qui avait revendu des données pour la planification urbaine. Alors ça, c'est un article qui nous a beaucoup interpellé pour plusieurs raisons. La première, parce qu'on est vraiment dans cette logique de, voilà, j'ai un fabricant qui produit de la data et qui essaye de la commercialiser, de la monétiser. Et la deuxième, parce que dans l'article, il parle du montant du contrat, et le montant du contrat atteint la somme mirobolante de 20 000 $. Donc on s'est dit en rigolant tous les deux que sans doute que l'impact presse d'avoir un article dans Gizmodo valait beaucoup plus que les 20 000 $ de valeur de la donnée en tant que telle, ça c'est sûr. Mais il y avait quand même quelque chose autour de ça, cette idée de voilà, j'ai de la donnée, mes objets, mon Internet des objets produit de la donnée, et cette donnée pourrait faire l'objet d'une commercialisation directe. Et ce que ça évoque, c'est la difficulté de fixer un prix sur ces données. Ces deux exemples montrent ça. On voit bien que ce sont des gens, TomTom et Strada, qui ne se sont pas dit qu'ils allaient faire de leur métier de la commercialisation de données. Ce n'est pas ça qu'ils ont commencé à se dire quand ils ont monté leur activité. Au fur et à mesure qu'ils l'ont développée, ils se sont rendus compte qu'il y avait une opportunité de business qui était de vendre ces données. Et donc, ils se sont posé la question de comment on établit un prix. Parce que comment est-ce qu'on va définir le prix de vente de cette donnée. Et on voit qu'il y a deux modalités ou deux schémas de pricing qui sont assez différents, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres industries, qui ne sont pas spécifiques à la donnée. Une logique qui est de nature coût plus marge, c'est-à-dire pour produire cette donnée,
je vais mobiliser des ressources informatiques, de stockage, télécom, de transmission de données, etc., etc., etc. Et tout ça, ça veut dire que je dois la vendre à un prix supérieur pour pouvoir amortir les coûts qui sont générés par la collecte, le traitement de ces données. Ça, c'est une première logique. Mais c'est une logique qui est souvent peu satisfaisante pour les entreprises qui se disent qu'elles ont vraiment, puis en plus les métaphores les aident à se figurer qu'elles ont en main quelque chose de très précieux, puisque les métaphores autour de la donnée... Le pétrole, l'or... Le diamant, etc., etc. Donc elles se disent, en fait, il ne faut pas qu'on réfléchisse comme ça. On ne va pas pricer en fonction de ce que ça nous coûte. On va pricer en fonction du bénéfice que ça apporte pour nos clients. Alors là, c'est plus compliqué, parce qu'il faut arriver à le mesurer, et puis il faut arriver ensuite à le communiquer. Et ce qu'on observe dans les stratégies de monétisation, c'est qu'elles sont souvent, en tout cas on a quelques exemples, on est assez précautionneux parce que c'est un sujet en émergence, donc on est assez précautionneux sur les formes verbales qu'on utilise et on n'est pas encore à un état de certitude absolue, hein, mais ce qu'on voit émerger quand même, c'est des stratégies en deux temps. Une première stratégie de pricing coût plus marge qui est assez communicable auprès des clients, ils l'entendent, et puis avec ça, ils vont commencer à l'utiliser. Et puis au fur et à mesure que les clients l'utilisent, eh bien, des stratégies de pricing peuvent évoluer, cette fois plus en logique de coût à la performance. Et ça, on a plusieurs exemples de monétisation qui s'orientent de cette façon-là. Donc ça, c'est la première forme de valorisation des données par l'Internet des objets. Il y en a une deuxième qui est moins monétaire, qui est pas financièrement ou qui ne se traduit pas par du chiffre d'affaires, qu'on a regroupé avec le terme de levier, c'est-à-dire c'est un levier pour améliorer la performance de l'organisation qui collecte et qui analyse ces données. Donc ça s'est beaucoup développé dans l'industrie. Je suis un industriel qui produit un appareil, je lui mets des capteurs et avec ces capteurs, je suis capable de comprendre son mode opératoire et donc d'avoir une maintenance plus efficace et donc de réduire les coûts de maintenance. On a vu que General Electric avait beaucoup développé ça auprès de ses solutions, notamment sur les plateformes pétrolières, par exemple. Alors on voit bien que ça a plusieurs intérêts. Ça a un intérêt pour réduire les coûts de maintenance, parce qu'on sait mieux les prévoir. Et puis ça a un intérêt aussi, et là ça peut générer un autre type de valeur, qui est de mieux concevoir les futures générations de produits. Parce qu'une fois qu'on a pu analyser le cycle de vie d'un produit, comment il fonctionne, on est capable de le concevoir de façon plus efficace. On peut voir aussi que ça a une valeur dans des dynamiques concurrentielles, dans des écosystèmes où les industriels ont des équipementiers. Donc c'est le cas de l'industrie automobile, par exemple, où les constructeurs mobilisent des équipementiers. Et ils utilisent, certains d'entre eux, les données pour jouer d'un rapport de négociation. Quand on est un équipementier qui fournit des freins et qu'on est capable d'avoir des données que le constructeur n'a pas sur les capacités de freinage de ses voitures, on a un levier, on a un objet de discussion qui peut se traduire de façon commerciale sur un autre plan. L'exemple le plus récent, et puis qui est assez marrant que Simon, tu vas relater parce que tu le connais bien et puis il est particulièrement marquant, pas seulement sur l'aspect concurrentiel, parce qu'il met en scène un autre enjeu. C'est celui-là qui est marrant ? Ouais. Ah bon ? Bon, chacun sa définition du marrant. Vous savez qu'il y a un avion de la Malaysian Airlines qui s'est crashé. Et pendant plusieurs jours, on a vu passer cette carte-là, précisément, qui disait, voilà, l'avion est parti de Kuala Lumpur. À un moment donné, on l'a tracé à la dernière fois, le contrôle aérien à tel endroit. Et puis, vu qu'il avait du carburant pour faire à peu près 2200 milles nautiques, il a pu aller quelque part sur le rond. Bon. Et puis, peu à peu, on a fini par apprendre qu'en fait... les moteurs de l'avion lui-même étaient équipés de capteurs et émettaient des signaux régulièrement, et que c'est ces signaux qui ont permis de préciser un peu plus précisément la route qui avait pu être prise. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on est vraiment dans une logique vraiment de chaîne de valeur, parce que la Malaysia Airlines n'avait pas souscrit l'option
parce que c'est une option qui est proposée par Boeing et Airbus a les mêmes choses aussi. C'est une option qui est proposée de dire je veux accéder aux données qui sont produites, parce que ça permet par exemple d'avoir des idées précises sur les cycles de vie des moteurs et compagnie et tout. Et là, la Malaysia Airlines, la compagnie aérienne, n'avait pas souscrit cette option, mais ça n'a pas empêché le fabricant d'un sous-ensemble, d'un composant, les moteurs dans un avion, de récolter tout un tas de données et de les transmettre. Donc là, on voit bien qu'on a un effet de levier parce qu'il y a capacité à l'intérieur à dire moi qui ne fournis qu'un petit ensemble d'un truc global, j'ai une idée de l'utilisation du truc global. Parce que précisément, hein, les données qui sont remontées vous permettent de savoir où est allé l'avion, à quelle vitesse il allait, combien il avait consommé, et compagnie. C'est autant de données qui sont extrêmement intéressantes pour comprendre la politique de chaque compagnie aérienne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un exemple de levier, au sens, voilà, ces données-là ont permis de changer un peu les modèles économiques, de passer en servicialisation et d'autres. Ça, c'est un exemple. J'en ai pris un deuxième qui n'a rien à voir, qui est une société qui a été, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Glow, qui a été fondée par un ancien de PayPal. Alors, Glow intervient dans un domaine tout à fait différent, puisqu'il aide les femmes à tomber enceintes. Et donc, on est bien dans la data, là, pour le coup, chez Glow, puisque la femme est invitée à rentrer tout un tas de données assez précises, aussi bien sur la méthode des températures, et ça revient à l'ordre du jour, que sur tout un tas d'autres paramètres, et son humeur, notamment, et plein d'autres choses. Et ça lui dit le meilleur moment pour concevoir un enfant. Voilà, donc vous voyez, l'appli est assez précise là-dessus. Alors ça, on est vraiment dans la logique de la data comme levier, parce qu'effectivement, elle me permet d'optimiser les choses. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que Glow, à côté de cette activité-là, a lancé une activité de crowdfunding de bébés. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est assez étonnant, qui est en gros de dire chaque utilisateur, chaque femme qui utilise Glow est invitée, si elle le souhaite, à verser 50 $ par mois sur un fonds qui est bloqué. Et si dans les 10 premiers mois, elle tombe enceinte, elle a perdu son argent. Et si elle ne tombe pas enceinte dans les 10 premiers mois, elle va se voir financer son traitement contre l'infertilité par tous les autres. D'accord ? Donc on a un système qui est aujourd'hui not for profit, hein, c'est pas l'idée, mais on voit bien que ce qui est en train de se jouer là, c'est clairement... alors on est aux États-Unis, donc c'est problématique. Enfin, on n'est pas tout à fait aux États-Unis, parce que Glow, le siège social, est basé à Shanghai. Vous voyez, encore autre chose. Mais on est clairement dans cette optique de levier, au sens où, voilà, plus la société va collecter de données, va comprendre les cycles de fertilité et tous les paramètres qui influent à la fertilité, plus elle va être capable de dire à chacune des participantes, pour toi c'est pas 50 $, mais c'est 80, pour toi c'est 35, et ainsi de suite, ainsi de suite. En gros, de créer des segmentations beaucoup plus précises, et puis capable à terme de dire le problème de la fertilité est géré indépendamment de tout dispositif de santé publique, ou en tout cas dans son financement avec des choses assez différentes. Vous voyez, on part d'une appli qui est sur l'App Store, qui est gratuite, pour arriver sur des vraies problématiques derrière, de changement de modèle économique de pas mal d'activités. Donc ça, c'est l'exemple de Glow. On a pris volontairement deux exemples, hein, voilà, hein, dans l'industriel et puis dans de la data plutôt, voilà, hein, le champ du Quantified Self, de la santé mobile et autres, pour vous montrer deux exemples, mais on reste dans cette idée de la donnée comme levier. Puis il y a un troisième exemple, c'est la donnée comme actif stratégique. Alors qu'est-ce qu'on a appelé la donnée comme actif stratégique dans notre analyse? C'est de dire, il y a des données, parce que vous les avez, qui constituent, de par leur possession elle-même, un élément stratégique majeur pour défendre une position ou pour en attaquer de nouvelles. D'accord ? Donc il y en a qui sont des matières, il y en a qui sont des leviers, et il y en a qui vraiment sont des actifs stratégiques à proprement parler. Parfois ça peut être les trois, et on vous donnera un exemple. Alors dans l'Internet des objets, il y a un truc qui est assez marrant et qui revient assez souvent. Vous avez un très grand distributeur aux États-Unis qui s'appelle Walmart. Et Walmart a mis en place depuis plusieurs années une solution pour ses fournisseurs qui s'appelle le Walmart Retail Link, qui est bourré de solutions de trafic, de tracking, RFID et autres, et qui en gros dit à chacun des fabricants, leur offre la capacité d'avoir en temps réel le stock précis en rayon, hein, donc dans chacun des magasins Walmart aux États-Unis. Si moi je suis fabricant de céréales, je peux savoir que tel produit, dans tel magasin, il en reste tant de boîtes. D'accord ? Et ça, c'est une donnée qui est hyper intéressante parce que pendant des années, les distributeurs ont considéré que c'était leur business de savoir ça et que surtout, il ne fallait pas dire ça à leurs fournisseurs parce que sinon, on perdait un pouvoir de négociation assez précis.
Or là, Walmart a renversé la logique, puisqu'ils ont dit à la fois, voilà, maintenant je te donne la donnée, mais en contrepartie de ça, ils les ont totalement responsabilisés sur les coûts de gestion des stocks. C'est-à-dire qu'en gros, ils demandent aujourd'hui, les stocks ne sont pas gérés par les magasins, c'est pas le gérant du magasin qui dit on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Ils sont gérés par les fabricants, les industriels qui fournissent les produits. En gros, la logique, c'est de dire maintenant tu sais, tu prends ton risque. D'accord ? Et ça, c'était possible simplement parce que, enfin, c'est pas simplement, mais ça n'était pas possible si je n'avais pas permis un accès direct à ces données, y compris sur toute la chaîne de valeur. Donc ça, c'est un premier exemple d'actif. On en a un deuxième. Je vous ai parlé de XI tout à l'heure. Alors, Louis-David et moi, on connaît un peu la boîte qui est derrière. Ce qui est intéressant dans XI, donc c'est quoi ? C'est un boîtier qui est vendu 150 €, je crois, quelque chose comme ça. Que vous connectez sur votre véhicule et qui vous donne accès à tout un tas d'applications de voitures intelligentes, voitures connectées. Alors pourquoi là on est dans le domaine pour nous de la donnée comme actif ? Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir la boîte qui fabrique XI. En fait, la boîte qui fabrique XI appartient à un fonds d'investissement qui s'appelle Mobivia et qui est le fonds d'investissement des fondateurs de Noroto et de Midas. Donc des gens qui sont dans l'entretien des véhicules, je dirais ça comme ça, je pense qu'ils définiraient leur rôle beaucoup plus largement, arrivent à revenir très en amont de la chaîne de valeur dans la voiture connectée. Vous savez, ça fait des années qu'on dit que la voiture connectée, ça se fera par le constructeur ou par des grands fournisseurs d'OS. Et puis eux, ils disent, non, mais peut-être que moi aussi, puisque je maîtrise le canal de distribution, peut-être que je peux arriver, par cette stratégie d'Internet des objets, à rentrer plus en amont et en gros à redéfinir aussi la chaîne de valeur, parce que ça va très loin. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai des boîtiers connectés, non seulement je vais être capable d'aller proposer tout un tas d'applications, mais je vais peut-être aussi être capable de dire, on passe dans des logiques d'entretien au kilomètre, on passe dans des logiques très très différentes. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple de XI. Vraiment, XI est intéressant dans l'idée de voiture connectée qui se fait par un autre acteur que celui de la chaîne amont, et plutôt par un acteur de la distribution et de la valeur. Alors, il y a un autre exemple dont on a beaucoup parlé en début d'année, qui est celui de Nest. Donc, c'est un thermostat connecté. On en a beaucoup parlé puisque c'est une entreprise qui a été rachetée par Google, 3 milliards de dollars, je crois, de mémoire. Donc, ça a fait rêver beaucoup d'industriels qui s'étaient lancés dans ces technologies-là. Et ça fait, on l'interprète aussi sous le jour de la donnée comme actif, mais sur un autre cas de figure, qui est le cas de figure des modèles bifaces, comme ceux de Google, où les utilisateurs, on se sert des activités des utilisateurs pour monnayer de la publicité ensuite. Et on peut interpréter ce cas-là également avec cette clé de lecture-là. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que la stratégie de Google dans ce rachat de Nest, c'est aussi une façon de collecter de plus en plus de données sur de plus en plus de supports pour pouvoir améliorer la capacité à vendre de la publicité sur des sujets différents, liés à la maison bien sûr, mais aussi dans des contextes différents. Et là, la donnée comme actif, elle prend un sens un petit peu différent des exemples qu'on a présentés précédemment, puisque c'est un actif au sens où c'est une des jambes du modèle économique sur lequel le modèle économique ne fonctionne pas. Google sans les données, c'est un modèle économique bancal qui n'arriverait pas à perdurer. Donc là, on est dans un niveau d'importance stratégique qui est beaucoup plus fort que dans les autres cas. Alors pour illustrer avec un autre exemple, et puis... J'en dis deux mots dessus, avant que tu l'analyses. Vas-y. Je peux Quand on a travaillé sur ce sujet avec lui, David, on a vu passer cet exemple qui nous a quand même un peu laissé songeur, rêveur, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Le Disney Magic Band, je ne sais pas si vous avez vu le Disney Magic Band. En gros, c'est un produit qui est proposé par Disney aux visiteurs de ces grands parcs d'attractions, des Disney World. Donc vous le commandez en ligne avant votre visite et vous recevez chez vous un bracelet électronique, puisque c'est clairement un bracelet électronique, marqué à votre nom. Et ce bracelet électronique, donc qui est technologie type sans contact et autres, va vous servir à faire plein de trucs. C'est-à-dire, en gros, on vous dit, ce bracelet-là, il va te permettre d'ouvrir la chambre, de clé pour ouvrir la chambre de
de ton hôtel. Il va te permettre de payer plus facilement quand tu vas prendre ton coca à la pause du midi. Il va te permettre d'avoir accès aux accès VIP dans tel ou tel type d'attraction et compagnie. Donc c'était vraiment bluffant au sens, ils ont quand même réussi un truc que le ministère de la Justice n'a jamais réussi, c'est rendre désirable le bracelet électronique. Hein, puisqu'on est clairement là-dedans. Il y a un vrai dispositif de tracking et on essaye de le rendre beaucoup plus désirable. Alors, il nous a interpellés pour deux raisons. Je laisserai Louis-David développer sur la partie valeur, mais il nous a aussi interpellés parce qu'on est dans un des vrais exemples là, et on en a plein dans ce monde des données, où on voit bien que c'est comme si le monde réel, même si on ne peut pas faire cette opposition réelle-virtuelle, mais c'est comme si le monde des atomes est en train de courir après les possibilités que offre le monde des octets. Pour faire simple, en gros, ce que les entreprises du web ont depuis très longtemps, c'est la capacité d'avoir beaucoup de données, une compréhension très fine de tout ce qui se fait, de tous les comportements, de chaque clic, de chaque retweet et compagnie et compagnie. Et il y a énormément d'acteurs, plutôt de monde des atomes pour le coup, qui se disent mais est-ce que nous on pourrait avoir aussi la même capacité à comprendre, à mettre en données toutes ces activités qui aujourd'hui le sont ou ne le sont pas. Et donc on voit se développer des trucs comme ça, et le Disney Magic Band y contribue, mais il y a plein d'autres exemples aussi. Vous avez des boîtes qui se sont montées, qui font de l'analyse. Il y a des petits robots qui ont été développés qui parcourent les allées des parkings de supermarchés et qui scannent toutes les plaques minéralogiques comme ça à toute vitesse. C'est des petits robots, il y a des petites démos en ligne, vous allez voir ça, pour essayer en fait de dire ok, mais qui est à cet instant T, qui est en train de faire des courses dans ce magasin. Donc ça vous dit voilà, c'est des gens qui viennent de tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Oui, non, on est vraiment essayé en train de reproduire la finesse de compréhension qu'on retrouve dans la partie web. La finesse de compréhension et puis aussi l'adaptation. Une des caractéristiques effectivement du monde numérique, c'est sa capacité à reconfigurer en fonction de ce qui se passe réellement, faire évoluer pas seulement les offres commerciales, mais aussi les solutions techniques. Et ça fait rêver tous les industriels de pouvoir raccourcir les temps de cycle de conception. Et on voit bien qu'il y a aussi un petit peu ce mythe-là, ou en tout cas ce rêve-là, qu'on voit un petit peu se matérialiser, toute proportion gardée, dans des initiatives comme celle de Tesla, qui est donc cette voiture électrique à haute performance créée par dont l'entreprise a été fondée par Elon Musk il y a quelques années. Tesla, c'est une voiture qui est évidemment très connectée et qui est mise à jour à distance, dont le logiciel et les systèmes opératoires sont mis à jour à distance de façon régulière. Donc on voit bien que c'est en train, cette capacité du numérique à se reconfigurer est en train maintenant de rentrer dans des domaines qui étaient précédemment conçus comme étant très raides et justement régis par d'autres lois qui n'étaient pas des lois plastiques. Et pour revenir à l'exemple de Disney, si on l'interprète avec notre grille en trois types de valeurs, comment on peut qualifier ça? Et je mets de côté les aspects de séduction du bracelet électronique qui sont à notre sujet important, mais si on revient à notre sujet de la valeur que ça peut créer, évidemment, on peut se dire que ça a un sens pour Disney, au moment où les gens sont dans les parcs d'attractions, de savoir ce qu'ils font, combien ils sont, combien de temps ils attendent, parce qu'on imagine qu'avec ces informations-là, ils vont pouvoir dimensionner leurs ressources d'accueil, d'accompagnement, prévoir les quantités de déjeuner suffisantes, etc., etc. Donc on imagine bien ça. On imagine aussi qu'ils vont pouvoir, par l'analyse historique, établir des patterns, en se disant ceux qui sont allés dans telle attraction, majoritairement ils vont dans telle autre. Alors peut-être qu'ils nous feront une découverte magique qui sera de dire qu'à 12h30 tout le monde a faim, mais en tout cas ils vont peut-être arriver à trouver des patterns qui seront peut-être plus utiles. Ou qu'à 14h30 tout le monde va aux toilettes, ce qui sous-entendrait que le repas du midi a eu un problème d'hygiène. Voilà. Et donc ça c'est le premier type de valeur qu'on voit bien assez facilement. Si on essaye de tester, et là c'est plus par volonté d'explicitation, je n'ai pas en tête les intentions de Disney dans cette expérimentation, mais on pourrait aussi considérer le bracelet sous l'aspect de l'actif stratégique. C'est-à-dire que si on se dit que dans un environnement concurrentiel des parcs d'attractions, vous êtes capable de fournir à votre client une expérience immersive dans la durée,
en lui disant que, en sachant ce qu'il a fait lors de ses précédentes visites, et donc en pouvant lui proposer certaines choses, vous êtes de plus en plus en situation de le rendre dépendant, c'est peut-être un peu fort, en tout cas de l'inciter de plus en plus fortement à venir dans vos parcs d'attractions. Et là, on est sur une notion d'actif qui est probablement plus forte. Et puis, en termes de matières premières, ces informations de circulation, d'achat, de déplacement, elles ont probablement une valeur pour des gens qui font des affaires avec Disney, qui vendent des produits chez Disney, etc., etc. Donc, on voit bien que ces trois types de valeurs, elles ne sont pas à considérer de façon exclusive, en disant que quand on est dans un cas de figure, les données n'ont qu'un seul type de valeur. Elles peuvent se cumuler. En tout cas, ce qu'on voit, une autre façon de le synthétiser, c'est de dire qu'il y a des stratégies différentes autour des données dans l'Internet des objets. Il y a une stratégie où on va utiliser des données pour vendre un device. Et là, les personal trackers, etc., sont des exemples de ça. C'est-à-dire que, bien sûr que les données sont utiles, mais en premier lieu, c'est pour vendre des produits qui sont fabriqués, qui sont vendus de façon assez classique, finalement, où bêtement, on achète un produit presque en magasin. Ensuite, il y a des données qui sont utilisées pour changer de modèle économique et pour passer à un modèle de service. C'est un petit peu ce qu'on voit avec les exemples industriels, par exemple chez General Electric, où on voit bien qu'en ayant des capteurs sur leur machine, ils sont capables maintenant de faire des propositions de services où ils ne vont plus vendre des équipements en investissement et de la maintenance, mais ils vont vendre des temps d'utilisation de machines. Et donc là, on change de modèle économique en passant d'un modèle économique produit et maintenance à un modèle économique de service. Troisième stratégie, qui est une stratégie plus interne, qui sont des données utilisées pour améliorer sa performance, réduire des coûts ou développer des revenus. Et puis le dernier, c'est ce qu'on a évoqué avec la notion d'actifs stratégiques, c'est-à-dire des données qui nous permettent, comme pour Disney ou comme pour Google, d'augmenter significativement l'emprise qu'on a sur les clients, parce qu'on est capable de, comme on sait avec un niveau de détail très fin ce qu'ils font, on est capable de leur proposer exactement ce qu'ils veulent, ou ce qu'on pense qu'ils veulent, ou ce qu'on les incite à vouloir, etc. etc. Mais donc là, c'est ces quatre types un peu différents. Si on revient à notre séparation avec les différentes composantes de cet Internet des objets, ce qui frappe aussi, c'est que ça mobilise des compétences qui sont très différentes. Des compétences industrielles, des compétences évidemment d'ingénierie et de développement, des compétences en télécom, des compétences en service, en analyse de données. Et donc, ça interroge les acteurs sur ce marché-là, sur leur capacité à mobiliser ces compétences-là en interne, de les développer eux-mêmes, et puis à nouer des partenariats et des alliances. Et on voit bien, il y a un exemple Nike Fuelband, on voit bien que pour un opérateur comme Nike, ça n'a pas été si simple de traiter cette question-là, puisqu'ils se sont lancés de façon très volontaire et de façon très interne dans une stratégie d'objets connectés. Et puis récemment, vous avez sûrement vu passer cette information, ils ont complètement réduit leurs investissements, ils ont viré l'équipe qui était chargée de ça, et il y a des analystes qui sont en train de se dire qu'ils sont en train de nouer un deal avec Apple, un partenariat qui pourrait faire qu'ils pourraient bénéficier chacun des avancées et des compétences qu'ils ont mobilisées sur cette partie de l'Internet des objets. Donc on voit bien que même quand on a envie d'y aller, c'est pas simple d'y aller tout seul. Ce que ça veut dire aussi, et ça fait écho à des sujets sur la valeur des données plus généralement qu'on traite, c'est que la valeur des données, elle est comme toute valeur subjective, donc elle dépend de la personne qui la perçoit. Et surtout, c'est une valeur future, c'est une valeur qui va se réaliser, qu'on n'a pas toujours la capacité à identifier. Si on reprend les exemples de TomTom et de Strada, c'est pas facile pour Strada d'imaginer que ces données vont avoir une valeur pour des gens qui planifient des implantations immobilières. C'est pas très naturel. Donc ça veut dire que pour eux, c'est pas simple de cheminer dans cette capacité à vendre leurs données. Donc ça veut dire aussi que si on veut, quand on est un opérateur qui détient des données, explorer cette valeur, on est amené
à nouer des partenariats, à s'ouvrir et à adopter des logiques ouvertes. Et ce dernier point, ça met en avant deux questions qui, à notre sens, sont assez directement liées et déterminantes dans ces questions de valorisation des données en général et plus spécifiquement l'Internet des objets, sont les deux questions de la propriété des données et la question du partage. Alors je vais développer ça. Je voulais juste compléter sur un point par rapport à la partie stratégie située. Un très bon exemple, mais ça c'est effectivement l'un des principes de Datanomics, de dire finalement les données posent à chaque organisation la question de mais c'est quoi mon métier? C'est-à-dire la donnée, elle vous permet de changer aussi des fois de métier ou d'activité. Et là, après, on va dire, ok, est-ce que c'est vraiment mon métier ou est-ce que c'est pas mon métier? Puis on a une autre difficulté qui est la valeur d'option, là, a parlé Louis-David. Mais je reviens juste déjà sur cette question du métier. Il n'y a pas très longtemps, lors de la présentation des derniers concours Data Connection Netalab, il y avait le fondateur de Netatmo qui a raconté que voilà, Netatmo, vous savez, fabrique des stations météo et il fabrique aussi des thermostats, un peu comme Nest. Et c'était assez intéressant parce qu'on lui posait des questions sur mais qu'est-ce que vous pourriez faire avec les données? Puis il a donné un exemple, il a dit par exemple je serais capable de faire le DPE. DPE, je ne sais pas si vous voyez, c'est le diagnostic de performance énergétique. Donc si vous vendez ou vous achetez un appartement, vous devez quand vous vendez surtout, vous devez faire un DPE. Bon, DPE, ça coûte petite centaine d'euros. Et puis lui disait, mais finalement, moi, comme je connais la température dans la maison, dans la pièce en tout cas, et que je sais, grâce à mon thermostat, quand est-ce que la chaudière s'est mise en route, je suis capable de regarder, voilà, on est parti de telle température, et puis peu à peu on a dégradé comme ça, donc j'ai un élément de calcul du DPE. Très bien. Et puis on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui vous empêche de réaliser ça? C'est-à-dire, en gros, vous dites, avec ma station météo, je pourrais faire ça. Et puis c'était très clair dans son esprit de dire mais est-ce que c'est mon métier? C'est-à-dire moi je suis une boîte, je fais du hardware, j'ai des compétences, j'ai des ingénieurs pour faire du hardware, on essaye de faire du software, c'est pas toujours facile non plus. Mais est-ce que c'est mon métier d'aller commercialiser des diagnostics énergétiques? Et vous avez déjà la réponse dans la question, ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui pose problème, et lui David en a parlé un peu, c'est la valeur d'option. Il n'y a rien de pire que des valeurs d'option. C'est-à-dire en sens de dire peut-être que ça a de la valeur dans le futur, c'est le pire. Il y a plein de conflits qui s'expliquent, des conflits assez meurtriers qui s'expliquent par la valeur d'option. Voilà, c'est peut-être que là il y a de l'eau, peut-être que là il y a de l'or. Dans la donnée, on est pile dans les valeurs d'option. Avec Louis David à la conf de Paris, il n'y a pas très longtemps, on a entendu un témoignage qui était très amusant là-dessus. Patrick Roper, le DIRCOM de la SNCF, parlant d'open data et de ses données, qui a dit mais moi j'ai pas de problème à donner mes données gratuitement si personne ne fait des sous avec. Par contre, s'il y en a un qui arrive à trouver un modèle économique pour faire des sous avec, alors ça ne va pas aller si moi je ne la trouve pas. Quoi. Vous voyez, c'est ça la valeur d'option. En gros, c'est juste ce débat. S'il y a quelqu'un qui arrive à trouver et que moi j'en tire pas parti, alors ça ne va pas aller. Voilà, je vais faire ces deux compléments-là, mais ça me paraît important. Alors effectivement, je reviens sur la présentation. Deux questions centrales, nous semble-t-il, pour la question de l'Internet des objets dans cette version data qui arrive. Les deux questions sont les suivantes. La première, c'est la question de la propriété. À qui ça appartient, les données produites par ces objets connectés? Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un Fitbit ou une station météo Netatmo ou une balance connectée ou un objet connecté quelconque? Levez la main? Non, il n'y en a pas. Ah si, il y en a quand même. Elles appartiennent à qui, les données qui sont produites par ces objets? Moi, j'en ai plein de ces objets-là, j'ai eu du mal à trouver la réponse aussi claire et formelle. Elles m'appartiennent, parce que j'ai payé l'objet. Elles appartiennent au fabricant de l'objet, elles appartiennent à celui qui me fournit l'appli qui traite les données. Et donc cette question de la propriété, elle est très loin d'être évidente. Alors, c'est intéressant parce que dans le domaine du Quantified Self, on trouve quand même des réflexions là-dessus. Là, je vous ai mis juste un exemple. Sur les forums Quantified Self, il y a un gars qui a travaillé sur les terms of service. C'est-à-dire, en gros, il s'est tapé les conditions générales d'utilisation, le petit truc que vous lisez jamais quand vous achetez, vous lancez le produit. Et puis, il a posé 4 questions. Les questions, c'est est-ce que je peux contrôler qui a accès à mes données? La deuxième, c'est est-ce que je peux exporter mes données? La troisième, c'est est-ce que je peux détruire mes données, fermer mon compte? Et puis la quatrième, c'est est-ce que les conditions peuvent changer sans me prévenir de manière préalable? D'accord? Et puis il a fait ça. Alors vous irez voir, c'est hyper amusant parce qu'il y a des acteurs de l'Internet des objets qui traitent la question. Il y en a qui la passent complètement sous silence. C'est-à-dire vous avez un objet, on ne sait pas du tout
qui est propriétaire des données. Il y en a d'autres, c'est l'exemple qui est cité là, où au moins c'est clair, à partir du moment où vous utilisez, vous avez accordé une licence irrévocable, perpétuelle, transmissible au fabricant. Comme ça c'est clair, c'est plus vos données. Et puis il y en a d'autres encore où le cas de comment je ferme mon compte n'a pas du tout été traité. Donc ça, il y a un vrai enjeu de propriété autour de ces trucs-là. Et clairement, si vous lancez des startups autour de ça, c'est un enjeu qui peut être intéressant de travailler, ça va être un vrai différenciateur. Alors, le problème, ces questions de propriété, c'est que très souvent, on les aborde sous l'angle de la privacy. Alors, pourquoi je dis le problème? C'est parce que moi, je pense que autant ces questions de privacy sont essentielles, et dans Datanomics, on en parle beaucoup, autant c'est pas le meilleur moyen de considérer la question de la propriété. Alors vous avez un exemple alors il y a eu plein d'initiatives. Hein. Une récente, c'était de créer, vous voyez, sur les Creative Commons, on fait beaucoup d'efforts là-dessus pour vulgariser les notions de licence. Et donc là, il y a eu une idée de dire, de la même manière qu'il y a des Creative Commons, il va y avoir des Privacy Commons. Et donc ils ont proposé toute une série d'icônes. Alors je vous en montre deux. Il y en a un, voilà, donc il y a la verte et la rouge. Donc il y a un exemple, le premier icône, c'est votre donnée est utilisée uniquement pour l'usage intentionnel. Et puis le deuxième point, c'est votre donnée peut être utilisée pour des buts que vous n'aviez pas intentionnellement acceptés. Puis le deuxième, c'est votre donnée n'est jamais vendue. Et le deuxième, c'est votre donnée peut être vendue. Alors qu'est-ce qui frappe dans ces icônes? Très honnêtement, c'est leur parfait degré de simplicité et de naïveté par rapport au sujet. Puisque bien évidemment, une donnée n'est jamais utilisée que pour son usage premier. Parce que je veux dire, le fabricant de produits qui mettrait cette petite icône verte là-dessus, déjà je ne vois pas qui va mettre l'icône rouge, ça c'est un grand débat, mais celui qui mettrait l'icône verte, grosso modo, se dégage de toute stratégie de valeur d'option, quoi. Dire, bah non, tu as acheté un fitness tracker, ça sert à faire fitness tracker. Puis si demain il découvre qu'en faisant fitness tracker et en le combinant avec un autre service qui mesure la température dans la pièce et le bruit que font les enfants, il arrive à mesurer ton espérance de vie, et ben non, il s'est engagé à garder ça pour faire un fitness tracker. Donc tant pis pour toi. Voyez, donc ça c'est vraiment, je pense que faut pas simplement considérer cette question de la propriété par l'angle de la privacy. Il faut réintroduire ces notions de valeur. Ça c'est la première question qui est centrale. Et la deuxième c'est la question du partage des données. En open data on parle beaucoup de partage des données, mais là la question est un peu plus large. Je prends l'exemple tout à l'heure de Netatmo dont je vous ai déjà parlé. Ça c'est la carte produite il y a quelques jours de toutes les stations météo Netatmo situées à Nantes qui donnent la température extérieure. Vous allez voir déjà c'est assez marrant parce que ça va entre 20 et 26. Donc ou alors il y a des systèmes microclimatiques particuliers à Nantes. Je sais qu'à Rennes, moi je viens de Rennes, on en a aussi des systèmes microclimatiques particuliers, mais ça c'est pas possible. Voilà. Mais bon, au-delà de cet exemple-là, ce qui était intéressant là-dedans dans Netatmo, c'est que ben, clairement, ça fait très longtemps que les utilisateurs de Netatmo, ils cherchent à partager leurs données. Ça fait très très longtemps qu'il y en a qui ont développé des outils plus ou moins bidouillés à base de macros, de Google Spreadsheet qui récupéraient des trucs, qui allaient les scraper, qui allaient les mettre en base et qui allaient les republier derrière et tout, Et puis un jour chez Netatmo, ils ont dit, ben ouais, finalement, puisqu'il y a cette activité-là, peut-être que nous, on pourrait essayer de faire quelque chose autour du partage. Et on est vraiment là, je reviens sur ce que disait Louis-David tout à l'heure, dans le dilemme exploration-exploitation. C'est-à-dire, en gros, de dire, ben, je ne sais pas bien ce que les gens vont pouvoir faire comme valeur avec ces données-là. Après tout, je les mets, voilà, elles sont là. Là, vous avez l'interface, mais il y a une API qui va derrière. Et puis, on va voir s'il y a quelqu'un qui arrive à faire quelque chose avec ça. Et le jour où quelqu'un arrivera à faire quelque chose avec ça, alors là, j'irai essayer de récupérer une partie de la valeur. Donc ça, la question du partage, elle est vraiment essentielle. Et le deuxième conseil un peu opérationnel que vous pouvez donner, c'est de dire, si vous fabriquez ou si vous êtes acteur de l'Internet des objets, posez-vous, par design, j'aurais presque envie de dire, la question du partage des données produites par ces objets. Très souvent, et on revient sur ces notions de situation de compétences que Louis-David a évoquées tout à l'heure, mais très souvent, les boîtes de l'Internet des objets sont plutôt des boîtes soit des réseaux, soit du hardware. Et ces compétences et ces logiques de réflexion autour du partage de la donnée ne sont pas présentes nativement. Alors, elles ne sont pas présentes nativement, mais à la fois, je vais nuancer ça. Vous trouvez plein d'acteurs qui proposent aujourd'hui des API, hein, Fitbit a une API et tout. Ce qu'elles ont tout en commun, c'est qu'elles sont réfléchies dans une logique de plateforme et d'application. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment voir les choses avec simplement un petit prisme. En gros, c'est comme si Twitter avait dit, avec mes données, je vais faire une API, mais qui va servir que à faire des applis mobiles pour accéder aux services de Twitter.
D'accord ? La valeur des données de Twitter, c'est pas là-dedans. C'est plutôt de pouvoir analyser des comportements, des opinions, de repérer des mouvements de foule, de repérer est-ce que les gens sont malades ou pas malades. C'est pas d'avoir des API qui servent juste à développer une nouvelle appli pour accéder aux services. Et vous voyez bien que dans toutes ces stratégies de plateforme, plutôt d'API, on est assez restrictif. Donc c'est plutôt de se dire, voilà, je pense partage dès le début. J'ai plein de stratégies, que ça aille de l'API fermée à l'open data plus ouvert. Et puis j'essaye aussi de faire de la restitution des données, donc l'idée de je peux récupérer mes données en tant qu'utilisateur, un élément vraiment différenciateur et pas une option premium. Parce que dans la plupart de ces plans-là, et chez Fitbit c'est particulier, et ben, si je veux récupérer mes données dans un format brut, un CSV, et ben, ça fait partie d'une option que je paye en plus. Vous voyez, ce qui pose des questions sur la propriété des données aussi. Donc voilà, ça c'était vraiment 2 conseils un peu opérationnels sur propriété et partage. Et puis pour terminer, on s'est mis un peu, on a repris un peu une perspective entrepreneuriale en se disant finalement, bon, les stratégies données, l'Internet des objets, comment est-ce qu'on peut les interpréter, les mettre en œuvre. Il y a un élément, on a essayé de se mettre à la place de plusieurs types de business ou de points de vue. Il y a un élément qui nous semble particulièrement saillant, c'est que l'Internet des objets, avec ses logiques de data, sont en train de rentrer et de menacer de plus en plus le business des services. Et on a parlé des DPE avec des diagnostics énergétiques avec Netatmo, on a parlé de XI, la voiture avec l'entretien-réparation. Je pense qu'on peut multiplier les exemples. Les stratégies données et Internet des objets sont en train de rentrer sur le territoire des services. Donc il y a 2 façons de le prendre en considération, défensive et offensive. Si on est un acteur des services, on a quand même intérêt à se préoccuper de ce qui se passe par les acteurs de l'Internet des objets, parce qu'il est tout à fait probable qu'ils viennent grignoter. Et si on est de l'autre point de vue, qui est celui de l'entrepreneur qui rentre avec une offre Internet des objets, c'est de considérer aussi l'opportunité entrepreneuriale de cette façon-là. C'est-à-dire, sur quel marché existant des services je vais venir rentrer de façon offensive et très différenciante avec une carte que les acteurs en place ne sont pas capables de jouer. Donc ça nous semble être le premier élément important en termes entrepreneurial, qui n'est pas forcément technologique ou technique, mais qui est une vraie opportunité défensive ou offensive. Deuxième point qui nous semble important, c'est de savoir un peu le type de stratégie de données qu'on veut mettre en œuvre. Si vous êtes aujourd'hui dans une entreprise industrielle qui réfléchit à sa stratégie d'objets connectés, ce n'est pas la même chose que si vous êtes une start-up qui réfléchit à sa stratégie donnée d'Internet des objets. Si vous êtes un industriel, vous avez probablement des bénéfices et des valeurs liées à l'analyse historique pour de meilleures conceptions, liées à des business models de services, comme on en a parlé, ce qui sera probablement un peu moins le cas si vous êtes une start-up qui est en train de développer un device qu'elle va chercher à vendre et qui peut éventuellement obtenir un bonus qui est de vendre des données en plus au kilo, ou plus ou moins cher au kilo, mais... Essayez en tout cas. Essayez. Donc ça, c'est le deuxième type d'opportunité. Si on se dit un peu comment faire, parce que c'est souvent ça la question à laquelle on est très rapidement confronté, le point qui nous semble le plus important, c'est la question de l'alliance et des partenariats. Ce qui nous semble pertinent et l'analyse qu'on fait des différents cas qu'on vous a cités, c'est ils ont tous révélé une valeur en alliance et en partenariat avec d'autres acteurs. Il n'y a jamais un acteur unique qui a été capable de révéler la valeur des données par l'Internet des objets. C'est pas rien de le dire, parce que les organisations ne sont pas toutes construites dans cet esprit partenarial. Et je ne parle pas de façon béate et naïve. La réflexion que restituait Simon, qu'on peut formuler en disant si personne touche d'argent, ça me va, mais si quelqu'un en touche, ça ne me va plus. C'est un réflexe entrepreneurial qui est quand même très ancré, qui peut poser problème. Parce qu'on est quand même obligé de se dire que si on veut créer de la valeur, on va aussi en créer parce que d'autres en créent. Et après, la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à en garder une partie. Mais il faut accepter l'idée que d'autres en créent en premier lieu. Et ça, c'est pas un raisonnement qui est avec lequel on est très à l'aise. Et une façon d'y arriver, c'est de nourrir ou de nouer des partenariats qui sont négociables dans le temps.
parce qu'on sait bien qu'on a besoin d'ouvrir pour que la valeur se réalise. Par contre, si on ouvre trop, on prend le risque qu'un prédateur vienne prendre le business. Donc il faut arriver à ouvrir suffisamment pour que les choses se passent et suffisamment peu pour ne pas se retrouver dépossédé ou sorti d'une valeur qu'on aura pu créer. Voilà un peu les conclusions. Maintenant, on vous remercie déjà de votre attention matinale et on est un peu ravis que le soleil ait été suffisamment caché pour que vous ayez l'envie de venir nous rejoindre. Peut-être qu'on se reverra l'année prochaine, une fois que le bouquin sera sorti. En tout cas, on viendra sûrement au Web Today. Et puis, si je crois qu'on a un peu de temps pour des questions, parce que la prochaine on a un petit peu de temps. Et dans 10 minutes. On rigolait avec lui, David, en venant, parce que la table ronde, la dernière fois, on était 4. Cette année, on est 2. Donc, on se demandait si la logique de sélection implacable allait faire un dégât, une victime parmi nous 2 l'an prochain. Vos questions ? Pas de questions ? Magnifique. Merci, et puis bonne journée bonne continuation avec les designers. Voilà, merci à vous.